On se retrouve donc comme promis pour parler de transfo technologique, de réindustrialisation et j'accueille aujourd'hui Julien Masson, vous êtes cofondateur Xmakers. Bonjour, enchanté. Bonjour. Thomas Comte, vous êtes président directeur général de la Clecim. Bonjour, bienvenue à vous deux. Merci. Vous intervenez cet après-midi, vous êtes déjà intervenu sur la grande scène justement de Global Industries sur le thème de la réindustrialisation et de la transformation technologique. On va commencer avec vous, Julien. C'était quoi les enjeux, à votre avis, les plus forts en termes d'innovation, mais d'un point de vue ETI et PME? Pour moi, un des enjeux principaux de ces innovations, c'est que beaucoup d'industries développent des innovations incroyables. Mais l'enjeu, c'est comment on transforme ça en des nouveaux modèles économiques, comme les startups ont pu le faire. Donc finalement, un des principaux enjeux, c'est comment on fait venir ces compétences et ces talents de la tech dans nos industries pour passer d'une phase d'innovation à un nouveau business. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes contraintes, sur les mêmes infrastructures, sur les mêmes aussi habitudes. Souvent, mentalité. le challenge, c'est qu'on change de business model. Vendre un produit, c'est pas la même chose que de vendre un service. C'est pas la même vitesse d'exécution, c'est pas la même rapidité pour aller sur le marché. Donc, ça impose des changements importants dans l'industrie et il faut mieux attirer d'autres talents qui sont capables, qui ont l'habitude de faire ça. Donc si je vous entends, il y a des problématiques RH, d'attractivité aussi, comment attirer ces talents? Alors les talents, heureusement, sont toujours attirés par l'industrie, mais c'est vrai que dans l'écosystème digital, malheureusement, ils sont plutôt attirés par les startups et c'est très parisien. Et aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des industries en France qui développent des innovations technologiques juste incroyables. Mais ces talents ne le savent pas quelque part. Donc il faut rendre visibles ces innovations et il faut que ces talents viennent dans les ETI et les PME pour les développer en collaboration avec les équipes des industries. Comment est-ce qu'on rend visible des innovations? Moi, ma conviction personnelle est très forte, c'est qu'il faut créer et donner naissance à des nouvelles marques qui sont portées par les entreprises historiques. Un peu ce qu'on peut appeler une spin-off. C'est-à-dire que la marque historique cautionne le nouveau projet et on imagine une nouvelle marque, un nouveau branding. Et c'est comme ça qu'on va attirer les talents. Faire renaître l'entreprise via la tech, c'est un petit peu ça votre mentor? Ouais, clairement. Même ma conviction est plus forte que ça. Je pense que les industries sont les prochains leaders de la tech. Est-ce qu'on peut calquer, reproduire un business model, un business plan d'une start-up et l'emmener dans une grosse boîte, dans une PME ou inversement? Est-ce que pour vous, tout est adaptable? Ouais, complètement. D'ailleurs, c'est marrant la question parce que ça marche dans les deux sens. Oui, c'est ça. Les modèles de start-up sont, comme ils partent d'une feuille blanche, c'est facile. Quand on a une histoire des sociétés qui ont 50, 100 ans, c'est déjà plus compliqué. Donc, on peut parfaitement transposer ces modèles de start-up à nos écosystèmes de TI et PME industriels et ça marche. Il y a des exemples qui l'ont déjà prouvé. Et ce qui est marrant, c'est de voir que dans l'autre sens, pour bien connaître aussi l'écosystème tech, des start-up qui passent à un stade supérieur, on appelle ça dans le jargon des scale-up, deviennent de plus en plus fortes, vont s'inspirer des industriels et vont même débaucher des patrons d'industrie pour commencer à mettre des process pour passer à des très grandes échelles. Donc dans les deux sens, ça marche parfaitement bien. Julien, est-ce qu'on peut revenir sur Xmakers? C'est quoi un petit peu la genèse? Franchement, la genèse, c'est une passion et je ne suis pas, comme tout bon entrepreneur qui se respecte, parti d'une problématique, mais plutôt d'une vision en me disant, en France, d'un côté, on a l'écosystème très tech, très parisien qui craque des business models à longueur de journée. De l'autre côté, un écosystème d'industrie très régional, très local. Et je sais pas, je me suis dit, un peu comme un cocktail, j'ai dit si on mélange les deux, avec les innovations des industriels d'un côté et les nouveaux modèles tech de l'autre, franchement, on va donner naissance à des nouveaux champions. Donc c'est né comme ça. Du côté justement des industriels, on a Thomas. Thomas, sur le sujet de l'innovation, vous dites que c'est un paratonnerre anti-ralentissement économique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, on voit quand même qu'il y a des indicateurs un peu compliqués sur l'économie, parfois en France et notamment en Europe. L'exemple de Clecim est assez emblématique. Est-ce qu'on peut revenir justement sur l'histoire de Clecim et sur les services, les offres? Voilà, en fait, Clecim, c'est une entreprise de fabrication, un concepteur et un fabricant de lignes de process industriels, de produits mécatroniques, qui appartenait à un grand groupe japonais et qui était en situation difficile depuis 10 ans. Je vous coupe Thomas, mais peut-être que ce n'est pas clair. C'est quoi de la métatronique? C'est quoi? Excusez-moi, Yad. Vous dites de produits métatroniques. Qu'est-ce que c'est? Produits mécatroniques, c'est quelque chose. Mécatronique, c'est des produits qui combinent la mécanique, l'électronique. C'est typiquement des soudeuses laser, par exemple, qui servent à souder des bobines d'acier ensemble. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on fabrique. Et quand je dis effectivement paratonnerre anti-crise, c'est que, comme le disait Julien, on est typiquement dans la configuration d'une entreprise industrielle qui connaissait des difficultés depuis 10 ans, qui a été reprise par un fonds de restructuring qui s'appelle Mutares, que j'ai rejoint donc en 2021.
et avec lequel on a opéré un redressement, un restructuring en accent notamment beaucoup sur la refonte du business model et notamment un angle tech. Donc c'est un peu les 3 R qui définissent un peu ce qu'on a fait sur Clecim. Clecim, c'est 200 personnes dans la Loire, c'est 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est un acteur intégré de la conception à la fabrication, à l'installation de ces machines que j'appelais tout à l'heure mécatroniques, un peu complexes, pour la sidérurgie, pour l'automobile. Donc c'est un champion français, tout intégré. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est les 3 R, pour résumer et retenir quelque chose de manière simple. C'est le R de restructuring, le R de réindustrialisation et le R de réinvente Clecim 2026. Et justement, pour répondre à votre question sur le paratonnerre anti-ralentissement économique, on voit que quand on a effectivement des difficultés comme aujourd'hui, avoir une assise mondiale, ça sert, et avoir une ambition et une vision très tech, ça sert également pour passer de la culture de prototype à des innovations intégrant de la data et s'inspirant notamment des méthodes de la tech. Ouais, là, on sent qu'il y a tout un écosystème que vous avez mis en place avec des interactions et puis du coup des interdépendances, mais surtout une belle synergie. Pourquoi est-ce que c'est si important, comme on le disait avec Julien, de pouvoir développer des nouveaux business models? Et est-ce que vous l'avez vu venir? Alors, c'est très important parce qu'effectivement, il y a une concurrence acharnée, une concurrence mondiale. Même si effectivement certains clients sont assez conservateurs, on se rend compte qu'effectivement parfois on a une culture, notamment en France, de techno-push plutôt que market-pull, c'est-à-dire qu'on pousse des prototypes, on pousse des technologies, mais on ne va pas suffisamment au contact des clients en Chine, en Inde, aux États-Unis pour savoir fondamentalement qu'est-ce qu'ils veulent. Pourquoi ? C'est culturel, je pense. C'est un peu culturel. C'est-à-dire que moi, je vois par exemple chez Clecim, on a une très très forte culture industrielle. On a 580 brevets. C'est beaucoup pour une boîte de 200 personnes. C'est énorme. Donc il y a un potentiel incroyable. Et je vais vous donner un exemple très simple. C'est un système d'inspection de surface qui était en gestation depuis 6 ans, basé sur l'intelligence artificielle et qu'on a développé, lancé et qui aujourd'hui cartonne. On en a vendu 6 et c'est le premier système d'inspection de surface qui en fait inspecte avec du deep learning des bandes qui défilent à 100 km/h basées sur l'intelligence artificielle. Et ça, c'était en gestation, on l'a mis sur le marché. Et ce qui nous intéresse justement dans l'univers que vous évoquiez tout à l'heure de la tech, c'est de faire du scale-up, c'est-à-dire de dupliquer ce modèle-là, de se faire accompagner par BPI, par tout l'écosystème pour le développer. Et le décliner, quoi. Et le décliner, exactement. Julien, est-ce que vous pourriez me parler de ce fameux programme Néo Pivot Industriel qui est monté d'ailleurs avec en partenariat BPI France? Oui, donc c'est né sous l'impulsion de... Enfin, c'est né d'une rencontre d'abord entre moi et Guillaume Mortelier qui dirige les accélérateurs au sein de BPI France. Et l'ambition, elle est claire, c'est de dire nos industries peuvent aussi créer des nouveaux modèles dans la tech, c'est pas impossible. Et donc toute l'essence et l'ingénierie de Néo Pivot Industriel, c'est un programme d'exécution très entrepreneurial pour aider des dirigeants qui ont développé des innovations à faire toute la partie go-to-market, à trouver le bon modèle économique et, comme tu le disais Thomas, à aller tester le marché très rapidement avec des méthodes de start-up et travailler aussi avec les talents de la tech. C'est-à-dire que sur le programme Néo, on travaille avec des entrepreneurs du digital. Et c'est marrant, il y a plein d'anecdotes, il y a des situations un peu cocasses entre la rencontre entre les entrepreneurs du digital et ceux de l'industrie. Déjà, ils doivent se lever tôt, ceux du digital, ils n'ont pas l'habitude. Et le but du jeu, c'est vraiment de donner naissance à ces nouvelles marques, à ces nouvelles startups, mais du côté de l'industrie cette fois-ci. Est-ce que je peux avoir une anecdote? Ouais, moi, une anecdote, c'est... déjà, j'ai dû aller réveiller. J'étais venu avec un pote entrepreneur qui a monté une belle boîte tech. Et on a dû le déloger avec le patron à 6h30. Il n'a pas compris pourquoi on le réveillait à 6h30. Mais on lui a dit, c'est à cette heure-là que tu vas aller voir des gars couler du béton. Parce que c'était une boîte qui fabrique des systèmes de pesage ultra complexes. Et ouais, c'était assez drôle. Ouais. En fait, vous parlez d'une sorte de confrontation entre deux mondes avec des rythmes différents. Complet. Et puis aussi une façon de faire, peut-être une approche. Mais une culture même différente. Ouais, d'entreprise. Oui, voilà. Et c'est pour ça que je reste très humble. Il ne faut surtout pas comparer les deux mondes qui sont vraiment incroyables. Ils sont complémentaires, quoi. Oui, il y a une culture un peu geek. Maintenant, il y a même des séries sur Netflix sur le monde de la tech. On a le monde de l'industrie qui est là, qui est centenaire, qui est bien solide, bien sur ses deux jambes. Est-ce qu'on est toujours dans la caricature, mais vous pouvez rapidement me répondre et rebondir, de la culture de le hard et le soft? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire... c'est ce que disait Thomas à l'instant, c'est que les deux se mélangent maintenant. Même... en dehors de nous deux, je vois les nouvelles startups industrielles qui sont en train de sortir. C'est un mélange des deux mondes. C'est la data, c'est les nouvelles technologies, c'est du hard, c'est tout ça.
C'est je te vends plus un produit, je te vends un service. Donc les deux mondes, ils ont juste intérêt à se parler. Mais c'est vrai que c'est deux cultures et deux mindsets complètement différents. Mais la rencontre des deux, elle est extraordinaire. Lequel des deux a le plus de mal à s'adapter ou à évoluer? Ah, bonne question. Je dirais... On aurait tendance à dire les gros groupes. Ouais, trop de process, lourdeur administrative. Non, je pense que c'est surtout une question de mindset des dirigeants qui fait la différence. On peut avoir des patrons d'industrie jeunes qui vont rester dans ce qu'ils ont toujours fait et on respecte ça et qui ne voudront pas aller chercher des nouveaux marchés ou devenir les leaders de la tech. Inversement, il y a des patrons qui ont compris que la tech, ils n'ont peut-être pas tout pipé de ce que ça voulait dire parce qu'on parle beaucoup de transfo digital et ainsi de suite, mais qui se disent on ne va pas rater le train. Donc je pense que c'est plus une question de mindset que qui a envie d'y aller ou pas envie d'y aller. Merci à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau de Tech & Co Industrie. Tout de suite, on va parler intelligence artificielle.